Il existe des récits qui murmurent comme une brise du matin, et d'autres qui entrent dans une salle, posent leurs deux mains sur la table et secouent la poussière des poutres. Ce qui s'est produit en Jamaïque appartient à la seconde catégorie. Pourquoi, dans un parlement habitué aux routines et aux discours creux, une simple phrase a-t-elle suffi à figer des ministres, à faire trembler des conseillers, à faire taire des journalistes, la plume suspendue en l'air? Et surtout, comment des citoyens ordinaires, des anciens silencieux, des grands-mères chargés de dignité ont-ils pu révéler en un seul souffle ce que des décennies d'attente n'avaient jamais osé exprimer? Ce matin-là, Kingston semblait retenir son souffle comme une île prête à dire une vérité enfouie depuis trop longtemps. Puis le miroir apparut, ce miroir que les peuples brandissent dans parfois, sans violence, mais sans détour, face à ceux qui prétendent les guider. Et ce motif du miroir, une fois révélé, reviendra encore, encore et encore dans toute cette histoire. Si tant de Jamaïcains se sont soudain redressés en entendant cette phrase, c'est parce qu'elle touchait quelque chose que chacun ressentait depuis des années sans jamais le formuler. La fatigue d'être témoin, la lassitude de voir les mêmes promesses se répéter, le besoin profond de vérité. Lorsque les anciens, les pêcheurs, les ouvriers, les grands-mères ont entendu ces mots franchir les portes du Parlement, ils n'y ont pas entendu une critique venue d'ailleurs. Ils y ont entendu leur propre voix, enfin prononcée à haute voix. Ce moment ne concernait pas seulement la politique. Il touchait la dignité personnelle, la mémoire collective, le désir d'un leadership qui ne tremble pas lorsque le moment exige du courage. À mesure que la phrase se propageait, elle dépassait les frontières de l'île pour devenir un point de comparaison, un étalon moral rappelant au peuple du monde noir qu'un dirigeant peut encore tenir debout sans être acheté, sans être courbé. Micro-hook, pourtant, derrière cette onde sincère se cache un détail que personne n'avait encore compris, un mécanisme précis qui explique pourquoi cette simple phrase a frappé aussi fort et aussi juste. Mais pour comprendre cette secousse, pour saisir comment un murmure s'est transformé en écho continental, il faut revenir à ce qui étouffait l'île avant ce matin-là. Car ce qui s'est réveillé en Jamaïque n'était pas une colère passagère, c'était un besoin ancien, longtemps retenu, d'exiger enfin des comptes. Dans les années qui ont précédé ce matin-là, la Jamaïque vivait sous un ordre ancien fait de trois couches serrées. Sur le plan politique, plus de 60 ans après l'indépendance, le Parlement fonctionnait comme une machine bien huilée. De grands partis, des débats prévisibles, des votes qui suivaient presque toujours les lignes de parti et une population qui regardait tout cela avec une lassitude tranquille, convaincue que rien d'essentiel ne changerait. Sur le plan économique, l'île dépendait d'un modèle fragile centré sur le tourisme, les transferts de la diaspora et des accords négociés loin des quartiers populaires. Pendant des décennies, les plans d'ajustement et les dettes contractées avaient docéré le budget public au point que beaucoup avaient de l'impression de vivre sous une comptabilité étrangère. Sur le plan sécuritaire, enfin, l'appareil d'État se présentait comme protecteur, mais chacun savait qu'il restait vulnérable. Petite force armée, coopération extérieure omniprésente, dépendance à des programmes décidés au nom de la lutte contre la drogue ou la criminalité. Ce triptyque, routine politique, dépendance économique, fragilité sécuritaire, formait une chape invisible. Les gens continuaient à travailler, prier, élever leurs enfants, mais sous la surface, un sentiment d'étouffement s'accumulait. Lorsque la phrase prononcée devant le Parlement éclata dans ce contexte, elle ne tomba pas dans le vide. Elle se posa sur des décennies de fatigue. Très vite, certains commencèrent à chercher ailleurs des exemples de courage politique, à scruter chaque Ibrahim Traoré interview, à taper Ibrahim Traoré Burkina Faso dans les moteurs de recherche, à suivre les Burkina Faso News comme on suit une boussole nouvelle. Et peu à peu, sans que personne ne l'ait planifié, un mouvement intérieur prit forme. Pour se juger eux-mêmes, beaucoup allaient désormais se référer à un capitaine venu d'Afrique de l'Ouest.
Et bientôt, lorsqu'ils chercheraient un miroir pour mesurer leurs propres dirigeants, ils se tourneraient vers un nom, Traoré. Lorsque l'écho jamaïcain commença à se répandre, un autre récit, plus discret mais tout aussi déterminant, se jouait à des milliers de kilomètres au Burkina Faso. Car pendant que des Jamaïcains utilisaient le nom de Traoré comme un miroir de courage, lui-même avançait sur une ligne étroite face à deux chemins radicalement opposés. Le premier était celui que de nombreuses petites nations ont emprunté avant lui, la voie de la prudence diplomatique, de la stabilité apparente, de la dépendance polie. Sur cette route, on accepte les conseils pour votre bien, on ajuste son discours dans chaque Ibrahim Traoré interview, on rassure les bailleurs, on laisse les Burkina Faso News décrire un leader docile et prévisible. C'est un chemin confortable pour les élites, mais étouffant pour les peuples. Le second chemin, plus abrupt, était celui du choix que peu osent faire. Dire non aux pressions, refuser les ingérences, rejeter les compromis qui exigent le silence. Sur cette route, la sécurité personnelle devient précaire, la solitude stratégique s'intensifie et chaque décision crée un remous. Mais c'est aussi le chemin où un pays, même petit et enclavé, peut se redresser et dire au monde qu'il existe par lui-même. Traoré savait que ce choix n'était pas seulement politique. Il était moral. Ses officiers rapportaient qu'il passait des nuits debout, à feuilleter des dossiers, évaluant non pas la voie la plus sûre, mais la voie la plus digne. Il répétait souvent qu'un peuple peut manquer de ressources, mais jamais de colonne vertébrale. Pourtant, choisir la seconde route signifiait s'exposer à des forces hostiles, diplomates inquiets, réseaux économiques anciens, partenaires extérieurs persuadés qu'un jeune capitaine finirait par céder s'il était suffisamment isolé. C'est alors qu'apparut la première fissure dans le décor. Les pressions devinrent plus directes. Certains hauts fonctionnaires commencèrent à recevoir des avis techniques, certains officiers furent approchés avec des promesses, et des récits négatifs commencèrent à apparaître dans des médias étrangers, comme s'ils avaient été coordonnés. Tout cela indiquait qu'une partie de l'extérieur refusait de voir émerger un leader qui ne se courbe pas. Et c'est précisément à ce moment, lorsque la tension atteignit son point critique, qu'une offre arriva. Une offre qui ne ressemblait pas aux autres. Micro-hook. Elle venait d'un interlocuteur qui n'apparaissait jamais officiellement, transmise par un canal inhabituel formulé avec une précision glaciale. En échange d'un ajustement politique bien calibré, d'un retour dans la ligne raisonnable, d'un assouplissement des positions souverainistes, des milliards seraient débloqués. Des partenariats rétablis, des menaces effacées. C'était une proposition taillée pour briser sa détermination sans avoir à utiliser la force. Une proposition conçue pour faire tomber un homme debout. Une proposition qui pouvait tout changer. Lorsque l'offre glaciale arriva jusqu'à lui, soigneusement formulée pour paraître raisonnable, la trajectoire d'Ibrahim Traoré entra dans son premier véritable Shang. Shengun commença dans le silence d'un bureau exigu, loin des caméras. On lui proposait, en termes feutrés, de repositionner le Burkina, de rétablir la confiance avec certains partenaires, de modérer ses prises de position souverainistes. En échange des milliards promis, des programmes relancés, des sanctions assouplies. Il aurait pu accepter apparaître ensuite dans une Ibrahim Traoré interview soigneusement cadrée, expliquant qu'il avait choisi la stabilité. Mais ce soir-là, en lisant chaque ligne, il comprit qu'on ne lui demandait pas un compromis. On lui demandait de renoncer à la colonne vertébrale qu'il avait portée jusqu'ici. Il rendit le document à son émissaire et dit simplement qu'un pays ne peut pas vendre son honneur pour acheter sa tranquillité. Ce refus fut le déclencheur. Presque immédiatement, des signes apparurent, des rumeurs internes sur son intransigeance dangereuse, des notes anonymes circulant dans certains cercles militaires, des voix de l'ancienne élite expliquant que le Burkina ne pouvait pas se permettre un tel isolement. À l'extérieur, des articles commencèrent à fleurir.
Des éditoriaux questionnaient la direction prise par Ouagadougou. Certaines Burkina Faso News étrangères insistaient sur la radicalisation du régime. Chang 1 était le moment où il aurait pu reculer. Il choisit d'avancer. En secret, il lança une réorganisation lente mais décisive. Redéploiement de certains officiers, réduction de l'influence de réseaux compromis, recentrage des décisions stratégiques entre un noyau réduit de personnes de confiance. Micro-Hook, c'est alors que, sans qu'il l'ait prévu, le récit jamaïcain vint percuter sa propre histoire. À des milliers de kilomètres, une phrase prononcée devant le Parlement de la Jamaïque utilisa son nom comme miroir. Traoré vous a montré qui vous êtes. Chang II commença non pas au Burkina, mais dans les radios de Kingston, dans les sermons des églises, dans les vidéos tournées dans les rues de Spanish Town. Là-bas, des citoyens ordinaires se servirent de son exemple pour demander à leurs dirigeants « Pourquoi n'avons-nous pas ce courage ici ?» Ce phénomène, d'abord discret, se propagea rapidement. Les réseaux panafricains relayèrent la scène, les hashtags se multiplièrent, des universitaires caribéens commencèrent à parler d'un effet Traoré. À Ouagadougou, certains conseillers lui montrèrent, étonnés, comment son nom circulait dans les discussions jamaïcaines. Bientôt, ceux qui suivaient déjà Ibrahim Traoré Burkina Faso virent se superposer deux cartes. Celle d'un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest et celle d'une île des Caraïbes, liées par une même question sur la dignité et le leadership. Cette connexion inattendue eut deux effets simultanés. D'un côté, elle renforça sa légitimité auprès de ceux qui rêvaient d'un réveil panafricain. De l'autre, elle alarma encore davantage les forces extérieures qui voulaient l'isoler. Si, à présent, un peuple lointain se mettait à comparer son propre gouvernement à un capitaine africain, le risque de contagion morale devenait réel. Le climat interne se tendit. On lui rapporta des discussions inhabituelles dans certains états-majors, des interrogations sur les conséquences de cette visibilité nouvelle, des mises en garde de diplomates qui lui suggéraient de gérer prudemment son image. Et c'est précisément à ce moment-là, au cœur de ce premier Cao-Trao, où l'on voulait lui faire croire que sa position devenait intenable, qu'un dossier discret entra dans son champ de vision. Un ensemble de notes, de câbles, de rapports internes montrant que l'offre initiale, son refus, les rumeurs internes et même une partie de la narration médiatique avaient été préparées en amont. Non pas pour dialoguer avec lui, mais pour le pousser, étape par étape, vers l'erreur fatale. Ce document allait changer sa lecture de la bataille. Lorsque Traoré parcourut l'ensemble de ces documents montrant que chaque pression, chaque rumeur, chaque message diplomatique avait été anticipé, il entra dans le Chang 3, le moment où une crise cesse d'être une suite d'événements et devient un encerclement. À partir de cet instant, rien ne fut laissé au hasard. Des partenaires étrangers retardèrent soudain des versements pourtant garantis. Des experts, habituellement silencieux, commencèrent à apparaître sur des plateaux internationaux pour expliquer que le Burkina Faso s'éloignait dangereusement de la stabilité. Dans certains journaux, des analyses préécrites fleurirent, répétant les mêmes tournures, comme si un script circulait en coulisses. Micro-Hook. Au même moment, une série de signaux internes indiquaient que des relais locaux, parfois placés depuis des décennies, s'activaient pour créer un climat de doute au sein de l'armée. Dans plusieurs casernes, des officiers rapportèrent des conversations troublantes, des insinuations affirmant que la ligne dure du capitaine risquait d'isoler le pays. Pour beaucoup, ce climat soudain n'avait rien de naturel, trop rapide, trop coordonné, trop précis. Traoré, désormais convaincu qu'une tentative indirecte de renversement était en préparation, fit un choix décisif. Au lieu de se replier, il décida d'affronter la crise en révélant une partie de ce qu'il savait. Il convoqua un cercle restreint de responsables de confiance, leur présentant les preuves de l'ingérence. Ce moment fut un choc. Certains réalisèrent, pour la première fois,
à quel point la souveraineté du pays était déjà entamée avant même que Traoré n'arrive au pouvoir. C'est à ce point que le chant 4 commença, le moment de la décision historique, celui qui sépare les dirigeants qui gèrent les crises de ceux qui les redéfinissent. Traoré choisit d'embrasser la confrontation. Il ordonna un audit interne des réseaux parallèles, renforça la cohésion dans l'armée et surtout multiplia les déplacements publics. Contrairement aux prédictions de ses adversaires, il refusa de se cacher. Sa présence physique devint un message. Si quelqu'un voulait changer le destin du pays dans l'ombre, il devait d'abord oser s'opposer à un homme qui avançait à visage découvert. Micro-Hook, c'est précisément là, au moment où il paraissait plus exposé que jamais, que la dimension continentale de la crise surgit. Les réactions venues de Jamaïque, du Nigeria, du Ghana, des Caraïbes et même des quartiers noirs des États-Unis commencèrent à atteindre Ouagadougou. Des vidéos circulaient affirmant que ce qui arrivait au Burkina arrivait en réalité à toutes les petites nations qui tentaient de se tenir debout. Cette vague inattendue devint un bouclier moral. Chaque Ibrahim Traoré interview était désormais analysé non comme un épisode africain, mais comme une pierre jetée dans un étang mondial. Pourtant, derrière cette mobilisation, un danger extrême se formait. Des sources internes signalèrent des mouvements suspects près de certains bâtiments stratégiques, des communications brouillées, des manipulations visant à semer la confusion dans la chaîne de commandement. Des diplomates avertirent discrètement que des solutions alternatives étaient déjà évoquées dans des cercles internationaux. Pour tout autre dirigeant, cela aurait été le moment de céder. Mais Traoré fit le contraire. Il consolida davantage son front intérieur, intensifia les mesures de sécurité et calma lui-même les officiers inquiets. Le pays retenait son souffle, car chacun comprenait que ce qui allait suivre ne serait pas une épreuve ordinaire, mais un affrontement décisif entre un État qui voulait rester debout et un système qui avait l'habitude de faire plier ceux qui résistaient trop longtemps. Et au cœur de cette nuit tendue, un message silencieux se répandit dans les troupes. Le pays ne reculera pas. À mesure que la confrontation prenait forme, la réaction ne resta pas enfermée dans les murs du palais présidentiel ou des casernes. Au Burkina Faso d'abord, quelque chose changea dans le ton du pays. Dans les quartiers de Ouagadougou, les anciens, longtemps convaincus que leurs paroles ne comptaient plus, se mirent à parler avec une gravité nouvelle de souveraineté et de dignité. Des enseignants expliquèrent aux élèves pourquoi l'indépendance ne se mesure pas seulement aux dates dans les manuels, mais aux décisions présentes. Des jeunes, connectés aux luttes panafricaines, répétèrent que ce qui se jouait là ne concernait pas seulement un drapeau, mais la possibilité pour un peuple d'écrire sa propre histoire. En Jamaïque, la phrase prononcée au Parlement continua de circuler comme un proverbe politique et le nom de Traoré resta associé à une exigence de courage. Dans d'autres îles des Caraïbes, des émissions de radio posèrent ouvertement la question « Si un petit pays enclavé peut dire non, qu'est-ce qui nous empêche de le faire ?» En Afrique, des universitaires, des journalistes, des militants commencèrent à relier les fils. Du Burkina Faso à la Jamaïque, un même mouvement de réveil se dessinait. Dans la diaspora noire, des pasteurs, des artistes, des activistes virent dans cette situation un symptôme d'époque, celle où les petites nations refusent de se contenter de survivre. Le motif du miroir réapparut alors pour la deuxième fois. Partout, des peuples se regardaient dans le reflet de ce combat, non pour idolâtrer un homme, mais pour mesurer jusqu'où ils étaient prêts à défendre leur propre dignité. À l'échelle mondiale, l'alliance qui se joue autour du Burkina Faso dépasse largement la trajectoire d'un seul pays.
Dans un contexte où plus d'1 milliard d'Africains sont répartis entre 54 nations, souvent sous-représentés dans les structures de décision, le fait qu'un État enclavé de 20 millions d'habitants ose refuser une ingérence coordonnée agit comme un test pour tout un continent. Chaque Ibrahim Traoré interview devient une pièce analysée. Chaque mention Ibrahim Traoré Burkina Faso dans les Burkina Faso News est disséquée pour mesurer jusqu'où un petit pays peut aller lorsqu'il décide de tenir debout. S'il réussit, d'autres nations pourraient y suivre et créer un mouvement tectonique inédit dans l'ordre mondial. S'il échoue, beaucoup concluront qu'aucune marge réelle n'existe pour résister. Alors, assistons-nous au premier battement d'un nouvel ordre international? À la fin de ce chapitre, le Burkina Faso et la Jamaïque se tiennent tous deux devant le même miroir, motif qui apparaît pour la 3e fois. Un miroir qui ne reflète pas seulement un visage, mais un choix entre confort et courage. Ce récit ne demande à personne d'adorer un homme. Il invite chacun à décider quel type de dignité il veut défendre. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, parlez-en autour de vous, partagez-la. Faites-en une graine de conversation dans vos familles, vos églises, vos quartiers. Et si vous pensez que ce combat mérite d'être suivi, laissez un commentaire, un like, partagez la vidéo, abonnez-vous pour que, lorsque le prochain moment Traoré surgira, vous soyez là pour en témoigner.